Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux grands chantiers en cours dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Et de grands chantiers, il y en a beaucoup. Et pour cause, le nouveau programme national de développement, PND, prévoit des investissements de plus de 59 000 milliards de francs CFA pour la période 2021-2025. En priorité, dans les projets d'infrastructures modernes, l'avènement du PND favorisera ainsi une reprise forte de la croissance à 8% pour la période 2021-2025. Nous avons eu accès en exclusivité à certains des grands chantiers qui redessinent la ville. Au sommaire, ce soir, plongé dans les grands chantiers qui changent le visage d'Abidjan et plus largement de la Côte d'Ivoire. Des centaines de milliards de francs CFA sont investis. Ponts, routes, centres de convention, parcs urbains géants. Vous allez comprendre les enjeux et les défis autour de ces infrastructures impressionnantes. Puis dans notre second reportage, vous découvrirez une femme considérée comme l'une des architectes du moment, Mélissa Kakoutié. Les projets de son agence comprennent villas, promotion immobilière, design intérieur et mobilier, sa force, une vraie patte architecturale. Impossible de les rater quand on est à Abidjan. Ponts, routes, échangeurs à la géométrie complexe, infrastructures de grande envergure. Les grands chantiers redessinent la capitale économique ivoirienne. La ville semble en perpétuelle mutation. Comment les travaux s'effectuent-ils au fil des mois? Quels en sont les enjeux? D'immenses défis sont à relever au quotidien. Défis humains, défis techniques, des défis qui nécessitent de nombreuses compétences qui, vous allez le voir, viennent parfois de très loin. Au cœur des grands chantiers d'Abidjan, un reportage signé Yao Sansan, Bernard Samael Pomme, Gisela Mendonça et Roman Émilie Kofi. C'est l'un des ouvrages parmi les plus attendus dans le paysage ivoirien. Le 4e pont d'Abidjan. À terme, il sera long de 1400 mètres et reliera la commune de Yopougon et ses 2 millions d'habitants au quartier du Plateau. Un géant de béton et de fer qui domine la baie du Banco. À ce jour, 80% de l'édifice a été réalisé. Sur ces hauteurs, 1300 ouvriers s'activent pour finaliser d'ici décembre 2022 les 20% de travaux restants. Aboubacar Sidiki Dosso scrute l'avancée du chantier. Il travaille pour Ageroute, maître d'ouvrage délégué du projet. Le projet du 4e pont a pour objectif de désengorger l'autoroute du Nord, plus l'ancienne route de Dabo. Il faut le dire que ça prend quasiment 40% du trafic de l'autoroute actuelle. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Cette autoroute est congestionné à 80% des heures de la journée. Décongestionner ces artères et rendre plus fluide la circulation. Un défi que veut relever l'État de Côte d'Ivoire à travers ce 4e pont qui rejoint ainsi les plus importantes infrastructures du pays. Ces dernières années, les grands chantiers se multiplient en Côte d'Ivoire. Dans sa mégalopole Abidjan, d'immenses constructions voient le jour. Des centaines de milliards de francs CFA sont investis. Ponts, routes, centres de convention ou encore parcs urbains géants. Nous nous sommes rendus sur quelques-uns de ces chantiers clés qui s'apprêtent à transformer le visage de la capitale économique, vitrine du pays. Le 4e pont d'Abidjan, modélisé ici dans sa forme finale, n'est que la pièce centrale d'un ouvrage bien plus vaste de 7,4 km, comprenant aussi des routes. Un projet compliqué à mettre en place, car il a fallu commencer par déplacer les populations riveraines. Vous verrez à travers cette photo que toute l'emprise était occupée par les populations. Après avoir indemnisé, vous verrez sur les planches en dessous que les travaux ont bel et bien démarré. Le projet du 4e pont ne s'arrête pas là. Il prévoit aussi 3 échangeurs, comme celui-ci, en cours de construction. On se voit qu'ici, ils ont déjà coulé le béton de propreté pour commencer le mur de soutènement. Il faudra vérifier que ce soit conforme au plan. Ici, on en est encore à la finalisation des différentes semelles, devant soutenir le poids d'un futur échangeur. Alors pour Aboubacar Sidiki Dosso, pas question de faire l'impasse sur le moindre aspect technique.
Ici, normalement, après avoir coulé la semelle, on viendra prolonger les bas. Dans ce cas, il faudra faire attention au recouvrement. C'est très important parce que si les recouvrements ne sont pas respectés, l'ouvrage risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est ces petits points sur lesquels nous interpellons nos collaborateurs. À l'origine, le 4e pont devait être livré fin 2020, mais les travaux ont pris du retard. Chaque semaine, des réunions de chantier se tiennent dans cette base afin d'accélérer la cadence. Autour de la table, les différentes entreprises prestataires du projet. La plupart sont chinoises. Vous devez prévoir la vidéosurveillance. Sur les 7 km, il faut qu'il y ait des caméras. Je pense qu'il faudra travailler avec l'équipe qui fait le péage, l'étude du péage, pour vraiment que ça s'intègre bien. Ces brainstormings sont l'occasion d'ajustements. Le coût global du projet, initialement estimé à 142 milliards de francs CFA, a été revu à la hausse. Des fonds octroyés en partie par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement et plus récemment la Banque mondiale. Elle supporte le coût d'un nouvel aménagement prévu pour le bus rapide transit, BRT. Construire pour désengorger la circulation, mais aussi pour être en mesure d'accueillir de grands événements. Voici le futur parc des expositions de Port-Bouët. Un projet innovant qui, à terme, devrait attirer en Côte d'Ivoire les plus importants rendez-vous économiques du continent. Sur site, les travaux sont titanesques pour assembler ce géant d'acier, sous lequel nous conduit le directeur du projet. Nous sommes au cœur du futur parc des expositions d'Abidjan. Nous sommes dans le bâtiment phare, bâtiment emblématique, le Convention Center, le centre des conventions. C'est un bâtiment, comme vous pouvez le constater, qui va faire 100 mètres par 100 mètres, sans un poteau, avec une structure autoportante complète, qui pourra accueillir près de 10 000 personnes, dont 5 000 places assises. Mais avant d'en arriver là, il reste beaucoup de travail. Ce matin-là, cette grue va devoir soulever ce bloc d'acier lourd de plusieurs dizaines de tonnes pour le poser en haut du dôme. La manœuvre est délicate, car il faut s'assurer que la pièce reste parfaitement inclinée pour s'assembler au reste de la structure. Et parfois, il faut recommencer toute la manœuvre. On s'est rendu compte lors du levage que la charpente était bien inclinée correctement dans cette direction, et dans cette direction, non. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on repose la charge, on ajuste les élingues, c'est une histoire d'une vingtaine de minutes, et ensuite on recommence jusqu'à ce qu'on soit dans la position exacte finale. Alexis Depot travaille chez Besix, qui exécute ce chantier pour le compte de PFO, maître d'œuvre du projet. Un quart de tour sur chaque écrou, sur chaque barre, ce qui va nous permettre de rebouger la façade et de la remettre à sa bonne place. L'entreprise belge est une habituée des chantiers délicats à travers le monde. Nous sommes notamment connus pour la plus haute tour du monde à Dubaï. Également le Grand Egyptian Museum au Caire, qui sera le plus grand musée consacré à une seule civilisation au monde. Les Convention Centers, c'est également une habitude chez nous. Le défi le plus grand en général, c'est la gestion de tous les intervenants. Parce que sur ce genre de grand chantier, on peut aller jusqu'à 4 ou 5 000 employés par jour. Et il y a toute la logistique qui va derrière. Les responsables ont fait le choix d'importer l'essentiel des matériaux, comme ces barres métalliques en provenance d'Espagne. Ils ont aussi dû faire appel à des ouvriers spécialisés en structures métalliques, de véritables équilibristes, venus tout droit du Mexique. Nous, notre travail, c'est d'aller tout en haut. On sait ce qu'il faut faire, on connaît les procédés. C'est pour cela qu'on nous envoie. Il ne faut commettre aucune erreur pour éviter les soucis techniques. Mais une bonne partie de la main-d'œuvre est locale. Le cas de ce grutier, 26 ans qu'il pilote cet énorme engin. Il contribue à assembler le dôme et il en est fier. Je peux dire que quand je passe, je dis c'est ça, c'est moi qui l'ai posé. Et je prends des photos, j'envoie à mes enfants, à mes amis pour dire ah voilà le travail que j'ai fait. Donc ça me fait plaisir.
Encore quelques mois de travaux pour aboutir à ce résultat. Un bâtiment aux courbes futuristes. Impossible d'avoir le coût total de cette infrastructure qui à terme comptera 3 immenses halls, dont un premier sorti de terre. Sa construction a été suivie par ce responsable chez PFO, Luc Zadi. Des mois d'exécution. La Côte d'Ivoire avait vraiment besoin de ce centre d'exposition dans le concert des nations pour à peu près capter la plupart des expositions dans la sous-région et même en Afrique. Donc un bâtiment de ce type, comme je disais, nous permet quand même d'accueillir 480 exposants. 7200 mètres carrés de superficie, hauteur sous plafond de 15 mètres pour 60 mètres de largeur, ce qui en fait le plus grand hall d'exposition en Afrique de l'Ouest. À ma gauche, nous avons les loges VIP qui sont à l'étage. Nous avons des zones qui sont des zones preneurs pour les différentes activités extra, c'est-à-dire les bars qui sont logés dans les angles que vous voyez. Et tout un réseau souterrain pour alimenter les futurs stands d'exposition en eau ou encore en électricité. Un espace fin prêt pour accueillir divers salons internationaux, à commencer par le Salon de l'Agriculture, le SARA, le plus important salon en Côte d'Ivoire. Ce type de projet a forcément un impact sur toute l'activité touristique, en ce sens que ça draine du monde. Donc un impact fort sur l'activité touristique, sur le transport, sur les chaînes hôtelières, sur les artisans. Infrastructures routières, centres de convention, les grands chantiers d'Abidjan se multiplient et certains sont peu communs. Vue du ciel, 90 hectares de terrain vague. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car sous la couche de terre se dissimulent des tonnes de déchets ménagers. Il y a quelques mois encore, ce site d'Akwedo ressemblait à ça. Une décharge à ciel ouvert. Aujourd'hui rasé en surface, il fait l'objet d'un ambitieux projet d'aménagement de parc urbain. Ça va être un immense parc, le plus grand parc d'Abidjan. Et qui, donc ça va être avec un traitement paysager et puis des promenades, des zones d'activité culturelle, etc. Mais avant, il faut encore poursuivre la dépollution du site. Salut les gars. À certains endroits, les déchets ont la peau dure, formant une couche souterraine de dizaines de mètres de profondeur. Sur la zone A, qui est la zone médiane, on est aux alentours de 20-25 mètres de profondeur. Et sur les zones B et C, on est jusqu'à 30 et peut-être 35 mètres de profondeur de déchets. C'était un gros ravin qui a été rempli, quoi. Pour éviter que déchets et gaz nocifs ne remontent à la surface, les travaux d'une dalle souterraine sont en cours. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête, quoi. D'accord ? Même ce week-end là. Ce silo, il est plein et il malasse la bétonite quand ça diminue en complète. Ça c'est les tubes pour les tests. Il y a aussi ces puits impressionnants creusés dans la terre. Le but ici est de construire une usine qui collectera le méthane, une substance contenue dans ces déchets pour produire de l'électricité. Ça va être une usine où on va récupérer tout le biogaz qui est dégagé, qui est récupéré dans les puits. Il y a un réseau aérien qui amène tout ça ici. Et avec tout un système de thermodynamique, quoi. Donc ça va permettre de générer environ 2 MW d'électricité. Créer de l'énergie grâce aux déchets ménagers, dont une partie sera redistribuée dans le réseau public ivoirien. Une fois le travail de dépollution achevé, pourra alors s'enclencher celui du reboisement du site. Objectif, en faire un parc luxuriant. Les futurs arbres poussent dans cette pépinière surveillée de près par ce paysagiste. Et au niveau de l'enracinement, on n'a pas des plantes qui s'enracinent trop fort dans le substrat là. Vous avez vérifié? Ça a déjà été coupé là, on a déjà coupé ici. Là c'est impressionnant. Sur cette terre encore nue,
une forêt de 6 à 7 hectares verra bientôt le jour. Elle comprendra plus d'une centaine d'espèces d'arbres, mais aussi de fleurs ou encore d'herbes recouvrantes. Un parc unique en son genre. C'est complètement étonnant d'envisager un programme pareil, de cette ambition-là, sachant que l'ambition, elle n'est pas qu'environnementale, elle est sociétale aussi. Il y a quand même une vraie démarche qui consiste à réconcilier le site avec sa population. La livraison du parc est prévue pour juin 2023. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Djima Karamoko, architecte, trésorier général de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Youssouf Karius, économiste et PDG de Pulsar Partners, et Faustin Eouman, journaliste. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. 2021-2025, le PND prévoit plus de 59 000 milliards à investir et bien sûr en priorité dans les infrastructures modernes. En quoi est-ce que c'est si important d'investir dans ce genre d'infrastructures avec des montants aussi colossaux? Écoutez, c'est essentiel parce qu'on est dans un pays qui a un développement rapide et pour accompagner ce développement, on a besoin d'infrastructures essentielles. Il y a d'abord un impact qui va être structurel. Naturellement, quand vous faites de nouvelles voies, quand vous ouvrez de nouvelles routes, c'est autant d'opportunités économiques que vous ouvrez aux opérateurs économiques. Et puis il y a aussi le fait que le BTP, par exemple, là on va en parler, est un des premiers employeurs en réalité d'une économie qui se développe. Et donc il y a un fort impact sur l'emploi, sur l'employabilité aussi des Ivoiriens. On l'a vu dans votre reportage, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui travaillent sur ces grands chantiers. Et donc, il va y avoir un impact en termes de réduction du chômage, mais aussi en termes de revenus pour les habitants. Alors, on parle de croissance de 8% de notre produit intérieur brut, donc une croissance de 8%. On est un peu moins maintenant. Mais... On espère que les 59 milliards vont permettre d'avoir ce niveau de croissance. Alors, comment on explique le lien ? Alors, écoutez, quand l'État a un programme ambitieux d'investissement public, il est forcément aussi accompagné par des investissements privés. Vous avez vu que ces infrastructures sont pour beaucoup de la commande publique, mais il y a énormément d'opérateurs du privé, donc qui vont facturer à l'État et donc qui vont faire du chiffre d'affaires. Et donc ce chiffre d'affaires additionnel qui part de la commande publique se reflète dans le PIB naturellement en termes de croissance. Ça crée un effet d'entraînement. Tout à fait. Pas d'infrastructure, pas de croissance, vous êtes d'accord ? Effectivement. Alors, quel est votre regard lorsque vous voyez toutes ces infrastructures, vous en tant qu'architecte? Parce que là, il a parlé de l'utilité de l'ouvrage, mais vous êtes aussi dans la beauté. Pourquoi c'est important de faire quelque chose qui est à la fois utile et beau en architecture? C'est très important parce que nous nous situons dans ce qu'on appelle la compétition au niveau des villes. Abidjan est en compétition avec des grandes villes africaines telles que Lagos, telles que Cotonou, telles que Ouaga. Et donc Abidjan a besoin de se positionner comme un phare de la sous-région. C'est en cela que l'architecture est un facteur très important. Et quand vous allez dans certaines... En Orient, par exemple, lorsque vous partez à Dubaï, l'architecture est élément qui attire le tourisme. Et donc il y a un lien avec la croissance, finalement. Absolument. Il y a le tourisme qui est promu. Et donc, le bénéfice, il est à plusieurs niveaux. Oui. Alors, on a 2 millions d'habitants à Yopougon. On fait un pont qui relie le plateau à Yopougon, 1400 mètres. Faustin Eouman, en quoi est-ce que c'est stratégique ce quatrième pont selon vous? Yopougon, c'est 2 millions d'habitants. Et la voie d'accès à Yopougon aujourd'hui qu'on a, c'est l'autoroute. Et vous comprenez que sortir de Yopougon tous les jours par l'autoroute, entrer à Yopougon par l'autoroute aux heures de pointe, je pense qu'on le voit tous les jours. C'est presque impossible. Alors, je pense que le caractère stratégique de ce pont-là, il s'explique par là, en fait. Permettre aux populations de se déplacer plus facilement, par cette manière impacter l'économie. Avec peut-être un risque d'obstruer le plateau de part et d'autre, non? Votre avis? Non, je ne pense pas, parce que quand vous observez, le pont va avoir un effet de mise en valeur d'une zone comme Atekoubé. Voilà, aujourd'hui, Atekoubé est une commune entre le plateau et Yopougon, on la voit à peine. Et ça va impulser le développement de cette zone d'Abidjan. Et donc le pont a un impact positif sur l'aménagement urbain et sur la qualité de l'espace. D'après vous, Youssouf Karius, un pont de ce type
les enjeux, les défis? Votre regard? Déjà, enfin, pour revenir sur ce que disaient M. Kramoko et M. Faustin, on a sur le plateau, si vous discutez avec le maire du plateau, par exemple, il vous dira c'est une ville qui a la particularité d'avoir énormément de personnes, mais qui sont des passants en réalité, qui ne vivent pas au plateau. Je crois que j'avais lu des études il y a quelques années qui estimaient autour de 1,5 million, entre 1,5 million et 1,7 million, le nombre de personnes qui transitent par le plateau chaque jour. Alors que vous avez à peine 10 000 personnes qui vivent réellement au plateau, en réalité. Donc vous voyez la différence entre les deux. Le plateau est une zone d'affaires, donc c'est une zone où il y a énormément de travailleurs. Ce pont-là va permettre de fluidifier les transits donc de ces personnes-là qui viennent et partent du plateau tous les jours. Et vous savez, il y a des études aussi économiques qui prouvent d'ailleurs que en fluidifiant le transport, en fluidifiant le transit des personnes et des biens, vous arrivez parfois à gagner 2 points de PIB, donc passer peut-être de 8% à 10%, parce que justement vous avez réussi en fait à fluidifier les trafics humains et de biens. On a vu par exemple que le pont aurait dû coûter 142 milliards. Déjà, ça augmente. Ensuite, en matière de temps, ça augmente. Alors, concrètement, je veux avoir votre regard sur ce genre de contraintes et comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on verrouille les financements, comment est-ce que, parce que ça augmente aussi la main-d'œuvre qui reste sur place, votre regard sur ça? Mais écoutez, si on regarde un petit peu la situation de la hauteur macroéconomique du point de vue du gouvernement, je pense qu'il y a un enjeu et un défi qui est stratégique dans la manière dont l'État de Côte d'Ivoire se finance aujourd'hui. On est dans un contexte mondial aujourd'hui où à l'extérieur, les taux augmentent. Donc, pour notre État qui va souvent s'endetter en eurobond, en tout cas à l'extérieur, en devises étrangères, il y a un risque. Il y a un risque, il y a un vrai challenge aujourd'hui parce que les taux montent très rapidement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc, l'argent, pour être terre à terre, l'argent va coûter de plus en plus cher pour l'État de Côte d'Ivoire dès lors qu'il va se financer à l'extérieur. Je pense que l'enjeu pour la Côte d'Ivoire, c'est de se financer de plus en plus sur son marché intérieur. Alors, on a pris du retard avec le pont. Est-ce que, d'après vous, les populations sont en attente? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'on se dit, mais il faut que ça vienne, il faut que ça vienne, il faut que ça vienne, Faustin Youma? Je pense que quand on parle de défis liés à la réalisation de ces infrastructures de développement, il faut faire en sorte que ces projets aient un visage humain. Alors, réalisation un visage humain, ça suppose que les intérêts des populations, notamment les populations impactées, sont pris en compte, de sorte que ces populations, je parle de ces populations qui font le sacrifice, ne se sentent pas plus vexées que cela. Ouais, c'est un vrai défi humain. Hein. C'est un vrai défi. Et moi, je pense que c'est à ce niveau que le gouvernement devrait plus en fait concentrer son attention. Beaucoup de communication, beaucoup de mobilisation communautaire. Alors, on va parler de toute autre chose, mais qui est également apparu dans le reportage, le parc des expositions de Port-Bouët. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que c'est un projet innovant? Si oui, en quoi? C'est exceptionnel. Pourquoi? J'avais parlé tout à l'heure de la compétition entre les villes. Aujourd'hui, Abidjan doit se positionner. Et l'infrastructure du parc immobilier va attirer tout ce qui est salons internationaux. C'est d'ailleurs même le plus grand parc immobilier de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout ce qui est salon, Sahara, aujourd'hui, Achebat, qui est le salon que l'Ordre organise sur le site, aura un espace où il pourra se déployer. Et donc, c'est important d'avoir ce type d'équipement-là pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a un gros travail qui a été fait depuis 2010. Aujourd'hui, quand on parle à l'extérieur, moi, quand je vais sur des conférences internationales et que je parle de Côte d'Ivoire, avant, on me disait « Ah, mais c'est le pays de Drogba ». Bon, maintenant, pour les investisseurs avertis, ils comprennent de quoi on parle quand on parle de la Côte d'Ivoire. Donc ça a été un travail de, entre guillemets, marketing du pays. Mais au-delà du travail marketing, je pense que ce type d'investissements vont avoir un impact très fort dans l'esprit, non seulement des Ivoiriens, qui je pense vont être très fiers d'avoir ce type d'infrastructure chez eux, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Je pense que même l'investisseur qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire saura qu'il y a un parc d'exposition, qu'il y a une architecture assez spéciale. Donc concrètement, c'est un projet vitrine. Je pense parce que ça entre, en plus, ça entre dans le cadre d'un projet qui existe depuis bien longtemps, le projet de l'aérocité, projet de plusieurs milliers de milliards. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la phase d'exécution de ce projet qui existait depuis longtemps. Donc, c'est vrai qu'il faut se poser la question sur la fluidité. Est-ce que ce projet ne viendra pas réduire la fluidité? Mais je pense qu'il faut plutôt regarder le grand projet de l'aérocité. D'accord.
Vous avez parlé d'emploi. Sur certains chantiers, on a vu des techniciens mexicains qui viennent avec leur expertise. Est-ce qu'il y a un transfert de compétences? Comment ça se passe d'après vous pour qu'on puisse avoir, dans quelques années, des chantiers à 100% africains? Est-ce que c'est possible? Écoutez, moi je regarde depuis plusieurs années en réalité la manière dont s'exécute la stratégie d'investissement de la Côte d'Ivoire. Je me souviens il y a juste 5, 7, on va dire une dizaine d'années au maximum, on avait des gros projets d'infrastructure qui étaient portés quasi exclusivement par des acteurs étrangers. Aujourd'hui, on a vu l'AGEROUTE qui est très active sur le 4e pont, on a vu PFO qui est aussi présent. Donc c'est des acteurs qui sont des sociétés ivoiriennes, parfois à capitaux ivoiriens, parfois publics, parfois parapublics, certes, mais avec aussi des prestataires de services qui interviennent autour de ces grands projets et qui sont aussi des sociétés ivoiriennes et donc des employeurs ivoiriens. Je pense que l'enjeu, sur ce volet-là, à mon avis, on progresse bien parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs à capitaux ivoiriens. Et encore une fois, pourquoi est-ce que c'est pas être chauvin que de dire qu'il faut des sociétés à capitaux ivoiriens? C'est que la différence entre une société étrangère et une société locale, c'est que quand vous faites une performance et que vous êtes une société chinoise, française, anglaise, les dividendes, c'est-à-dire le fruit de cet investissement que vous faites en Côte d'Ivoire, il ressort du pays. Alors que quand vous êtes une société ivoirienne, le fruit, c'est-à-dire que même si c'est des dividendes pour les actionnaires qui vont s'enrichir sur ce type d'infrastructure, le fruit de cet investissement, il reste dans le pays. Parce que les actionnaires de ces sociétés-là réinvestissent dans le pays. Et c'est ça la majeure différence, la différence majeure entre les deux situations. Je pense que l'enjeu, sur ça on progresse bien, l'enjeu de demain, c'est de pouvoir s'auto-fournir en matériaux de construction. Aujourd'hui, on a des coûts marginaux qui sont beaucoup plus élevés, et ça on le dit, je pense, trop peu souvent. Construire une route en Côte d'Ivoire reste encore beaucoup trop cher par rapport à construire la même route à Singapour. Pourquoi Ça suppose qu'on doit avoir la meilleure route du monde, si on y met beaucoup plus d'argent. Je ne parle même pas de qualité, je parle juste d'une route standard. Une route standard, c'est-à-dire qu'on a un surcoût en Afrique en général, donc ce n'est pas que la problématique ivoirienne, mais en Afrique en général, c'est là où on a un déficit d'infrastructures qui est le plus élevé au monde, probablement, et c'est là où on achète des infrastructures le plus chères au monde. Donc il y a une forme de paradoxe en réalité. Et ce paradoxe-là, il s'explique. Ce n'est pas quelque chose d'inexplicable. Il s'explique par le fait qu'on a une industrie qui n'est pas complètement intégrée. Alors, on a un autre projet aussi qu'on a vu dans le reportage sur le site d'Akwaido. Il y a un parc qui est en train d'être mis en place pour aménager le site. Une décharge qui devient un jardin, un parc qui sera, avec les plantes qu'on a vues, qui sera sans doute l'un des plus beaux qu'on pourra visiter. Oui. Tu vois, le contraste est fort en matière de message. Oui, effectivement, parce que je pense que cette décharge-là a fait couler beaucoup d'encre par le passé. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement l'a compris. Et quand il est en train de faire des efforts pour pouvoir permettre aux populations qui vivent auprès en fait, de cette décharge-là, permettre aux populations qui vivent autour de pouvoir être quelque part à l'aise, je pense que c'est à saluer. Alors on va partir du général au particulier, parce qu'on vient de le voir, les grues, les bulldozers qui ont encore de beaux jours devant eux à Abidjan, mais pour bâtir, il faut en amont une bonne vision, celle de l'architecte, un métier exercé majoritairement par des hommes en Côte d'Ivoire, mais des femmes tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Mélissa Kakouti. Parmi ses réalisations, on trouve le Bazar, le Bloom ou encore le restaurant Po. Mélissa Kakouti est l'architecte aux multiples facettes. Suivons ce reportage de Sadia Mandjo, Samuel Trazier et Oscar Noël Sangan. C'est un décor d'aventure qui renferme certaines des plus belles architectures de la Côte d'Ivoire. Assini, le Saint-Tropez de la côte ouest africaine. Hôtel 5 étoiles, villa de luxe entre lagune, océan et réserve naturelle. C'est dans ce cadre à couper le souffle que nous emmène Mélissa Kakouti, l'une des rares femmes architectes du pays. Bonjour Monsieur Martial. Bonjour Mélissa. Ça va? Oui, ça va. Tout se passe bien ici? Oui, ça va, ça va. On a commencé la mise en place. D'accord. Parce que d'un moment à l'autre, nos clients vont arriver. Ok, d'accord. Très bien. Les bienvenus. Merci. Ce beach club est l'une de ses dernières réalisations. À peine arrivée sur le site, la jeune femme se met au travail, car contrairement aux apparences,
elle n'est pas ici en vacances. Là, tu vas faire le cadrage, mais dans l'autre sens. On aura les lames, les poteaux en béton, et puis le bois. Après, on va se focaliser sur les matières. Quand on termine les projets d'architecture comme ça, et que les installations sont faites dès le départ par les clients, que le projet commence à prendre vie, on vient avec notre photographe de l'agence pouvoir prendre des photos ou des vidéos et pour pouvoir animer le site internet de l'agence. La jeune patronne tient à ce que chaque cliché soit le reflet de sa pensée. Ce projet est une représentation miniature de sa ville africaine du futur. L'idée en fait de la forme du bâtiment, c'est de pouvoir se glisser au milieu de ces arbres-là. Donc la conception même a été faite en disant qu'on allait un peu imiter la nature, même si on est complètement en béton. Donc tous les poteaux en fait imitent les troncs des arbres. Tout ce qui est suspension lumineuse, ça a été fait dans le but d'imiter les oiseaux. Donc on a imité le vol d'un oiseau et quand on regarde au travers, on peut voir le vol de l'oiseau avec le ciel derrière, les arbres derrière. On a essayé de rester volontairement gris, gris couleur béton, pour que n'existe que le bleu du ciel et le vert des plantes, le vert de la nature. Non. Cette architecte contemporaine tire son inspiration de la tradition africaine. Fascinée par les graphismes du continent, elle superpose des éléments simples pour dessiner des formes complexes. Pour ce carrelage-là, comme vous pouvez le voir, en fait, on est sur des triangles, mais en fait, cette pièce triangulaire en fait, est à la base une pièce carrée qu'on a coupée dans la diagonale et on a créé un motif avec notre carreleur. Quand les gens viennent y voir, ça paraît beau, ça paraît truc et tout, mais pourtant, ça ressemble à un pagne baoulé. Nous, en fait, ce qu'on aime bien à l'agence, c'est de pouvoir travailler des éléments simples et les faire sembler compliqués, en fait. À Abidjan, on parle d'elle comme l'architecte du moment, l'ivoirienne Mélissa Kakoutié. Les projets de son agence comprennent villas, promotion immobilière, design intérieur et mobilier. Sa patte architecturale lui colle à la peau. Un style brut et minimaliste. Le tout doté d'une touche de féminité. Une signature que l'on retrouve dans ses réalisations telles que le Bazar, le Bloom ou encore le restaurant Mpo. Zoom sur cet architecte déterminé aux multiples facettes. Cité des Arts, dans la commune de Cocody. Dans son agence, Jeannet Studio Architecture, Mélissa Kakoutié accueille chaque année des stagiaires qui désirent se frotter au monde professionnel. Au programme cet après-midi, une balade dans le quartier, afin de leur expliquer pourquoi cette cité est un modèle en termes de construction. Cette cité-là, pour moi, est une des cités les mieux construites, en fait. Donc les enfants ont la possibilité d'utiliser l'espace vert, de jouer. On a de grands espaces entre les bâtiments, donc on a les reculs qui sont respectés. Les bâtiments ne sont pas collés, comme vous voyez aujourd'hui, malheureusement. C'est rare de retrouver ce type d'environnement-là en plein milieu de la ville. L'esprit et les méthodes de construction ont bien changé, aux grandes dames de l'architecte. Ce type d'habitat des années 60 à 70, beaucoup plus résistant et aéré, se voit de moins en moins dans la ville d'Abidjan. Normalement, en ville, un habitat doit contenir des logements, des écoles, des centres commerciaux, des espaces en fait qui permettent à l'habitant de pouvoir vivre convenablement. C'est normal de leur montrer aux jeunes stagiaires qu'il y a des types de logements qui ont été faits dans un cadre particulier et que c'est intéressant pour eux en fait d'apprendre ce qui a été fait et de pouvoir le répéter, mais surtout de pouvoir l'améliorer. Transmettre son savoir aux générations futures est aujourd'hui une mission pour Mélissa. Dans ses bureaux, au 3e étage de ce bâtiment, elle n'hésite pas à confier aux stagiaires certains projets de l'agence. Daniela, le projet de la salle de fête, là, ça avance? Oui, madame, j'ai intégré les modifications. C'est important pour moi de recevoir des jeunes architectes, des jeunes étudiants
à l'agence parce que pour moi, le savoir, c'est quelque chose en fait qu'on peut donner gratuitement. Là, actuellement, Daniela est en train de travailler sur un projet de salle de fête. Ce qui est intéressant pour elle, c'est qu'elle travaille sur un vrai projet. Le projet va vraiment se réaliser. Donc, on a rendez-vous avec la cliente dans pas longtemps. Et ce qui est intéressant aussi pour moi, parce que c'est un échange, c'est-à-dire que moi, je leur apprends ce que je sais, mais c'est des jeunes esprits aussi. Donc, ils vont faire des recherches, leurs références et tout. Et elle a proposé une référence qui est intéressante pour le projet, que je vais réutiliser. Une formation de 3 mois, au cours de laquelle Daniela apprendra les ficelles du métier d'architecte. De l'élaboration d'un projet jusqu'à sa réalisation. Un métier auquel elle s'adonne avec passion, aux côtés de son mentor. J'ai quitté le Togo pour venir en Côte d'Ivoire dans le cabinet de Madame Mélissa Kakoutié. J'ai beaucoup aimé son approche de l'architecture. La manière dont elle détourne aussi un peu les objets du quotidien. Elle essaie de faire travailler les artisans de chez nous pour faire réaliser des œuvres que nous voyons souvent dans les magazines internationaux. Le lendemain matin, Mélissa Kakoutié supervise le chantier d'une villa dont elle a la charge. Elle vient s'assurer de l'avancée des travaux. On va mettre le carrelage là. Voilà, c'est ça. Exact. Ok, très bien. Nous, notre rôle aujourd'hui ici, c'est de venir contrôler que les plans qu'on a transmis sont exécutés tels qu'on le souhaite. Et donc, ces réunions de coordination, là, en fait, nous permettent de nous accorder. Et là, le client, il n'est pas résident en Côte d'Ivoire, mais le fait d'avoir son architecte fait qu'il peut être un peu plus détendu sur son projet parce qu'il sait qu'il a un représentant qui défend ses intérêts et qui essaie de travailler de façon, on va dire, intelligente avec l'entreprise de construction parce qu'on est des partenaires, on n'est pas des adversaires. Des partenaires africains dans la grande majorité avec lesquels la jeune patronne aime travailler pour réinventer l'urbanisme des villes du continent. Le pays est en train de se développer et je pars du principe que c'est bien de travailler avec l'extérieur aussi, mais il est intéressant en fait que ce soit des jeunes du pays qui construisent leur pays en fait. Mais l'architecte doit aussi faire face à de nombreux défis qui se présentent sur ces différents chantiers. Pour réussir à les relever, il faut anticiper et parfois s'adapter. Pour moi, ce qui pêche énormément depuis que j'ai commencé, ce sont les délais. Les délais pêchent énormément sur les chantiers. Ce n'est pas la qualité de finition, ce n'est pas la qualité du travail, c'est les délais parce qu'il y a énormément en fait, de facteurs extérieurs. C'est l'imprévu qui fait la difficulté d'un chantier d'architecture. On anticipe, mais l'imprévu, on ne peut pas. Donc, on fait du suivi, on travaille avec l'entreprise, les conducteurs de travaux et tout, pour minimiser ces imprévus-là. Autre défi, et pas des moindres, Mélissa est une femme, dans un milieu dévolu principalement aux hommes. Au début, quand moi j'ai commencé et que j'ai commencé mes chantiers petite jeune femme architecte, les ouvriers des fois se demandaient si je venais visiter en compagnie des hommes qui étaient avec moi, qui étaient les conducteurs de travaux ou les chefs chantiers. Ils ne se doutaient pas que c'était moi qui avais dessiné le projet en fait. Donc c'était un peu drôle. En Côte d'Ivoire, seulement 12% de femmes sont inscrites à l'ordre des architectes, soit 35 femmes sur 239. Dans le monde, l'inscription des femmes à l'ordre est passée de 16,6% en l'an 2000 à 30,7% en 2019. Les femmes inscrites sont plus nombreuses parmi les jeunes générations. Quartier de la Riviera. L'architecte nous invite à découvrir une villa familiale qu'elle a construite il y a 2 ans. Ça va ici? Okay. C'est l'une des réalisations dont elle est la plus fière. Diplômée de l'école spéciale d'architecture de Paris, Mélissa Kakoutié décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Elle travaille dans des agences de la classe telles qu'Archiconcept ou encore chez le duo Kofi et Diabaté. C'est forte de ses expériences qu'elle monte en 2016 son agence Jeannette Studio Architecture. Autant ils m'ont inspiré quand j'étais étudiante, autant aussi je veux pouvoir dire que l'agence Jeannette Studio Architecture peut inspirer des jeunes qui vont devenir demain de nouvelles personnes qui vont contribuer à changer l'esthétique
architecturale de la ville d'Abidjan. Il est important que les générations qui viennent après se rendent compte qu'il y avait des architectes en Côte d'Ivoire, mais surtout ces architectes ont cristallisé leur époque. Donc au travers de l'architecture que moi je fais, j'essaie en tout cas d'être de mon époque, donc c'est une architecture contemporaine. Une architecture contemporaine que l'on retrouve dans cette maison, estimée à une centaine de millions de francs CFA. Cette maison, en fait, c'est l'idée d'une maison intérieure-extérieure. Donc on a beaucoup tablé sur les baies vitrées. Donc la quasi-totalité du salon est en baies vitrées. L'idée, c'est de dire qu'on veut créer un dialogue entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. L'extérieur de la maison, en fait, c'est complètement un jardin tropical. Et l'idée, en fait, c'est de toujours rester en connexion avec les éléments. Donc, une fois à l'intérieur, on peut complètement ouvrir les baies et profiter du jardin. Et une fois qu'on est à l'extérieur, on voit l'intérieur de la maison. Donc, on est dans une communication constante. Ça, c'est un des points forts de la maison. À l'agence, on a eu la particularité de créer des projets où on veut avoir une carte d'identité pour chacun de nos projets. Ça veut dire qu'on doit pouvoir, avec chacun de nos projets, créer un petit logo. De retour à son bureau, l'architecte reçoit une cliente pour lui présenter une esquisse de sa future maison de retraite. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et vous-même? Ça va. Vous êtes prête pour découvrir votre maison? Ok, j'espère que ça va vous plaire. Donc, je suis convaincue. Une villa basse au standing de 3 chambres avec un grand salon, une piscine, une terrasse en bois et un jardin tropical, inspiré de la Briart House de Miami. Coût pour la cliente entre 100 millions et 200 millions de francs CFA. Donc ce type de projet, si, sous condition, on a de la liquidité financière, la réalisation de ce bâtiment hors phase d'études peut aller de 6 à 12 mois. Son style minimaliste, vraiment utiliser le peu de matière pour faire quelque chose de bien et de beau. C'est vraiment ce qui m'a attirée. J'aurais pas fait mieux, quoi. C'est vraiment comme si elle était dans ma tête à retranscrire ce que je voulais. Architecte, un métier qui s'apparente un peu à celui d'un psychologue. Réussir à cerner la vision du client et l'aider à matérialiser son projet rêvé. Telle est la mission quotidienne de Mélissa Kakoutié. On va dans le WC visiteur. Nous sommes de retour dans Made in Africa pour ce deuxième plateau. Là, je vous reçois comme PDG de Pulsar, parce que vous construisez également des maisons. Première question pour vous, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce reportage? Mélissa, c'est une architecte que je connais très bien, qui a déjà travaillé avec Pulsar, donc on sait la qualité de son travail. C'est une jeune architecte très ambitieuse qui travaille dur et qui a de très très bonnes idées. Donc je pense que c'est la nouvelle génération. Alors M. Kramoko sera peut-être plus connaisseur que moi sur la question, mais je pense c'est intéressant de voir cette jeune génération. On en voit beaucoup des jeunes architectes avec qui nous aussi on travaille, qui ont l'ambition de, comme elle disait, de regraver dans le marbre leur époque. Parce que je pense que ce qui serait le pire pour eux, c'est d'arriver à l'époque d'après, à la génération d'après, et puis de regarder Abidjan et de se dire, mais en réalité, où ont été les architectes de leur époque? Et je pense que c'est ce qu'elle exprime en réalité dans cette vidéo. Il faut qu'on sente une touche en fait de votre époque, et c'est votre époque, Djima. Effectivement, effectivement. Un architecte, c'est qui? C'est quoi le métier d'architecte? Et là, on dit que vous êtes à peu près 200 inscrits à l'ordre, c'est ça? On va motiver un peu les jeunes au début de ce deuxième plateau. C'est quoi le métier d'architecte? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce travail? Bon, l'architecte est un professionnel qui apprend son métier, c'est vrai, dans un cadre académique, mais également au contact avec d'autres architectes. Et donc, il travaille avec un certain nombre de normes, de réglementations, de manière à ce que son projet s'inscrive dans un cadre urbain. Voilà. Et donc, il respecte les normes d'urbanisme, de recul, de hauteur, et tout ça contribue à créer une œuvre harmonieuse. Et donc, l'architecte étudie pendant 6 ans, et au terme de ces 6 ans, il a à peu près 2 années pour s'aguerrir au contact d'un autre architecte dans un cabinet indiqué. Et après, il gagne bien sa vie? Il gagne correctement sa vie.
Et donc, en tant que chef d'entreprise, il est confronté aux contraintes liées aux charges salariales, les charges fiscales, tout ce qui est... Il lui faut du management. Hein? Il faut du management. C'est concurrentiel aujourd'hui, le secteur? Très concurrentiel. Ouais, de plus en plus. Très concurrentiel parce que l'architecte, normalement, se désigne pour un projet à partir d'un concours. Voilà. Et donc, c'est dès le départ, dans la formation du métier d'architecte, on apprend à l'architecte à concourir, à innover, de manière à ce qu'il puisse avoir accès à un certain niveau de marché. Dites-nous, comment, quand on est jeune architecte, on fait pour émerger quand on a déjà des stars qui se sont déjà installées avec des projets parfois emblématiques. Je sais même qu'il y a Pierre Fakouri qui, à la base, est architecte avec des projets emblématiques, extrêmement connus ici et ailleurs. On a le cabinet dont on parlait, Kofi Diabaté, qui s'est imposé avec des projets emblématiques. Quand on a comme ça des étoiles qui sont fixes dans le ciel, comment on fait une nouvelle étoile pour se faire une place? C'est quoi les stratégies pour exister? Déjà, il faut communiquer. Il faut communiquer autour du travail qu'on fait. C'est malheureusement le point faible de beaucoup d'architectes. On est tellement absorbé par les études en cabinet qu'on n'a pas souvent le regard sur l'extérieur. Et ce travail de management-là, comme je l'ai dit, l'architecte, c'est vrai qu'il apprend son métier, mais il doit apprendre aussi à être chef d'entreprise, il doit apprendre aussi à être un bon marketeur, il doit être un bon psychologue, il doit être un bon conducteur de travaux. Donc, c'est un ensemble d'aptitudes qu'il faut avoir pour émerger. Et à cela, il y a de la patience, il y a du travail, il y a de la persévérance. Donc, il peut avoir des architectes de génie, mais qu'on ne voit pas. Absolument. Mais architecte, c'est aussi une marque. Hein. C'est une marque que vous développez quand vous êtes... J'imagine que M. Kramoko est une marque, en tant que, alors, sans vouloir vous manquer de respect. Pour moi, je confirme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des architectes chez qui on va, pas forcément parce qu'on sait exactement la maison qu'on va avoir ou le bien immobilier qu'on va avoir, mais on sait que la signature a une importance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir certains architectes. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps, projet par projet. Et moi, j'ai même envie de dire, moi, ce que j'aime beaucoup dans les architectes que je côtoie, c'est que j'ai l'impression qu'au fil de leur vie, ils se construisent une ligne architecturale qui, au départ, n'est pas stable en réalité. Ils se cherchent une ligne architecturale. C'est un peu la vie d'un artiste, en vrai. Est-ce que c'est possible, en tant qu'architecte, de regarder un autre architecte et de se dire « Ah oui, lui, voici ce qui le caractérise, voici sa façon de travailler ». Est-ce qu'il y a des signatures? Oui, il y a des signatures. Lorsque vous prenez... je vais peut-être revenir sur Mélissa Kakoutié, mais je vais prendre par exemple le cas de Kofi Diabaté, par exemple. Ils ont commencé avec des aplats de couleurs sur les bâtiments. Ils ont été connus par cela. La couleur rouge sur les bâtiments, on peut distinguer la crahue, on peut distinguer... À un moment donné, c'était... Il faut se démarquer. À un moment donné, c'était la mode d'Abidjan, où on mettait du rouge partout sur les bâtiments. Et vous allez voir qu'après, ils sont passés à autre chose. Ils sont allés sur du béton brut, ils sont allés sur des matériaux un peu plus naturels. Et donc là, ils sont maintenant sur du développement durable, ils sont sur des problématiques qui sont des problématiques internationales. Et donc, quand vous regardez, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'ils évoluent, il y a une évolution de l'écriture. Leur parcours raconte une histoire. Exactement. Alors, Mélissa Kakoutié, vous avez travaillé avec elle, pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Nous, on a toujours été très ouverts à travailler avec les jeunes architectes. Alors, ça fait quelques années maintenant qu'on a travaillé avec Mélissa. On a travaillé avec Mélissa parce que nous, ce qu'on a toujours recherché, c'est une empreinte particulière. Dans les actifs que nous développons, alors nous on les appelle des actifs, mais pour certains c'est des maisons, pour d'autres c'est des bureaux. Dans ce qu'on développe, on veut avoir systématiquement chez Pulsar quelque chose qui nous démarque en réalité du marché. Et on se démarque de deux manières. On se démarque d'abord par une ligne architecturale chez nous qu'on veut très contemporaine. Et puis, Mélissa, elle a la particularité, par exemple, elle l'a expliqué dans le reportage, elle a la particularité de toujours essayer de détourner des objets du quotidien et de les inscrire dans un bâtiment sans forcément que ça se voit, ça reste très discret. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un marché pour ça, justement? Bien sûr que si. Je pense que... c'est... Vous savez, la rareté a un prix. Il y a quelques jours, j'analysais l'industrie du diamant alors je comprenais que le diamant, si vous voulez, tel qu'on l'achète, le prix auquel on l'achète, ne représente pas la rareté réelle du diamant. En réalité, le diamant, si on devait l'acheter au vrai prix du marché, il serait beaucoup moins cher.
Mais les industriels du diamant ont rarifié le diamant. C'est ça, on appelle ça une rareté artificielle. Exactement. Et donc, ici, en fait, c'est une compétence qui est rare aujourd'hui. Avoir quelque chose de très particulier. Quand vous regardez l'urbanisme ivoirien, vous avez plein de maisons qui se ressemblent. Donc, avoir quelque chose de particulier, ça a un coût. Une maison qui peut coûter 100 millions, parce qu'un architecte star est intervenu, est-ce que ça peut faire gonfler le budget, le prix et surtout la valeur de l'ouvrage? Oui. Je vais vous prendre par exemple l'exemple de la Cité radieuse. La Cité radieuse est un bâtiment c'est un ensemble immobilier qui a été construit par l'architecte Le Corbusier, qui est aujourd'hui le père de l'architecture moderne. Aujourd'hui, ce bâtiment n'a pas de prix. Voilà, il entre dans un patrimoine. Voilà. Lorsque vous prenez les grandes écoles de Yamoussoukro, aujourd'hui c'est le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Et il y a plein de bâtiments comme ça qui sont aujourd'hui des bâtiments patrimoniaux parce qu'ils portent la marque d'architectes de renom. Dans leur processus de construction, il y a toute une réflexion qui est faite en tenant compte de la culture, du climat, de la qualité des matériaux qui font que le projet ou le bâtiment se bonifie d'année en année. Donc, obligatoirement, en fait, les architectes doivent construire une marque. Faites l'exercice, mais pour ceux qui ont l'occasion, allez visiter la basilique de Côte d'Ivoire. Par exemple. Quand vous rentrez dans la basilique, vous avez l'impression que c'est un bâtiment moderne. Oui. Parce que c'est un bâtiment qui vieillit très très bien. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2022. Alors, je ne sais même plus à quelle époque ça a été construit. En 90, hein, je pense. 90, c'est ça? Oui, 90, oui. Mais aujourd'hui, vous rentrez dedans, c'est-à-dire que ce soit la sonorisation, la circulation d'air, la luminosité, tout à l'intérieur semble complètement moderne. Dans tous les cas, on a été content de faire cette émission avec vous et très fiers également de Mélissa. Merci à vous d'avoir été là sur cette émission. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Made in Africa. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités. N'oubliez toujours pas, c'est Made in Africa pour Facebook, Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, tant aux équipes de production d'Elephant Africa qu'aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI.